Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mardi 4 août 2026 et comme vous pouvez le voir, je suis de retour à Londres, dans ma pièce habituelle, ma bibliothèque londonienne, après un séjour extrêmement stimulant et immensément agréable aux États-Unis, à Chattanooga. Comme je l'ai dit dans de précédentes émissions, j'y ai retrouvé de nombreux vieux amis et je m'en suis fait beaucoup de nouveaux. Nous aurons donc bien davantage à dire sur notre séjour à Chattanooga dans de futures émissions. Et pour ma part, j'attends avec impatience des émissions avec toutes les personnes que j'ai rencontrées à Chattanooga, toutes celles qui participaient à l'événement, dans de prochaines émissions sur le Durand. À commencer bien sûr, avant tout par notre hôte, le toujours généreux, toujours stimulant, toujours exceptionnel, Robert Barnes. Always exceptional, Robert Barnes. Anyway, let me move forward now to discuss the Quoi qu'il en soit, permettez-moi maintenant d'aborder les sujets importants du jour. Et je dirais que de très loin, le plus important est le conflit en Ukraine et son évolution. Car de plus en plus de gens commencent à parler d'un tournant dans la guerre. Non pas le faux tournant dont nous avons entendu parler dans les médias occidentaux et de la part des gouvernements occidentaux ces derniers mois, mais un véritable tournant. Un tournant où les problèmes croissants auxquels l'Ukraine est confrontée de toutes parts se rejoignent et deviennent si accablants qu'ils mettent en péril l'existence même de l'État ukrainien. Ou, sinon l'État, peut-être au moins le régime actuel, qui est bien sûr associé au président ukrainien, Vladimir Zelensky. With Ukraine's president, Vladimir Zelensky. And there's been several commentaries about this. Il y a eu plusieurs commentaires à ce sujet, qui paraissent surtout sur des plateformes médiatiques indépendantes. J'ai aussi constaté un recul des discussions sur la situation en Ukraine, du moins dans les médias britanniques. Et j'y vois également le signe que les choses tournent très mal, de pire en pire. Et bien sûr, on commence à le voir dans les déclarations et les commentaires des dirigeants ukrainiens. Commençons donc par Zelensky lui-même. Il est toujours à Kiev. Selon certains rapports, il serait de plus en plus stressé et en colère face à la situation, mais je n'en ai pas de connaissance directe. En revanche, ce que nous savons, c'est que son conseiller de longue date, Mikhailo Podolyak, dont nous avions très peu entendu parler ces derniers mois, depuis plus d'un an en réalité, semble toujours faire partie de l'entourage de Zelensky. Zelensky's entourage. Anyway, Mikhailo Podolyak has now come forward. Quoi qu'il en soit, Mikhailo Podolyak vient maintenant nous dire que Zelensky, après sa campagne de 40 jours pour forcer les Russes à s'asseoir à la table des négociations, comme il l'avait formulé de façon si imagée lorsqu'il avait lancé cette campagne il y a plus de 40 jours, revient en fait à son vieux discours habituel. Demander un cessez-le-feu en mer et dans les airs. Un cessez-le-feu au sol, évidemment, le long des lignes de front actuelles. Le tout devant soi-disant être suivi de négociations entre la Russie et l'Ukraine afin d'aboutir à terme à un règlement complet du conflit. Et bien entendu, dans le cadre de ces négociations, une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et lui-même. Si tout cela vous semble familier, c'est parce que ça l'est. Zelensky parle de cela. Il s'exprime ainsi. Talking in this way, basically, since the late spring. En gros, depuis la fin du printemps, le début de l'été dernier, quand il a finalement compris que son plan initial, un plan qui rejetait en fait un cessez-le-feu et le gel du conflit, et qui exigeait à la place un soutien militaire illimité de l'Occident pour vaincre les Russes, les vaincre physiquement sur les champs de bataille, et les forcer à se retirer de tout le territoire de l'Ukraine d'avant 2014 qu'ils occupent actuellement, y compris la Crimée, devait être suivi de négociations centrées sur des sujets tels que le versement de réparations par la Russie à l'Ukraine et des procès pour crimes de guerre contre les dirigeants militaires et politiques russes. Autrement dit, une paix imposée par Zelensky, après que ses armées auraient remporté les batailles sur le front. Had won the battles on the battlefronts. Well,
once Zelensky realized Eh bien, lorsque Zelensky a compris, à la fin du printemps, au début de l'été dernier, que les États-Unis ne soutenaient plus ce projet de guerre extraordinaire et fantaisiste, qui, soit dit en passant, avait auparavant été loyalement soutenu par l'administration Biden et par les Européens, que le maximum auquel les Américains étaient prêts à s'engager concernant l'Ukraine, c'était un cessez-le-feu inconditionnel et le gel du conflit. Eh bien, depuis lors, depuis qu'il s'est rallié à contre-cœur à la position américaine, alors que la position de l'Ukraine sur les lignes de front n'a cessé de se détériorer, Zelensky a fini par adopter cette proposition américaine de cessez-le-feu inconditionnel, et même par la faire sienne. Et son habileté, ainsi que celle de ses soutiens occidentaux, à nous faire oublier à quel point les exigences de Zelensky étaient extrêmes et maximalistes avant le printemps et l'été dernier, extraordinaire. and summer of last year is extraordinary. But of course, the reality is that even Mais bien sûr, la réalité, c'est que si son précédent plan de victoire était fantaisiste, absolument fantaisiste, au moins à partir du moment où l'offensive ukrainienne de l'été 2023 vers la mer Noire a été défaite par les Russes, le dernier plan de Zelensky aujourd'hui, qui, comme je l'ai dit, est le plan américain d'un cessez-le-feu inconditionnel sur terre, dans les airs et sur mer, est tout aussi fantaisiste. Compte tenu du rythme de l'avancée russe, compte tenu de la situation désastreuse de l'Ukraine dans la guerre aérienne, compte tenu du blocus des ports ukrainiens et du fait que l'Ukraine est désormais un pays sans accès à la mer, compte tenu de tout cela, que Zelensky revienne, après son offensive de 40 jours, à sa demande ou à son appel en faveur d'un cessez-le-feu sur les lignes de front existantes, est absolument fantaisiste. conflict lines is absolutely fantastical. But of course, when talking about a character like Mais bien sûr, quand on parle d'un personnage comme Zelensky, il faut comprendre qu'il en revient à réclamer des cessez-le-feu inconditionnels, sur terre, sur mer et dans les airs, un gel du conflit, ainsi qu'une rencontre avec Poutine et de futures négociations dont personne ne peut dire quelle serait l'issue. Eh bien, après la rhétorique des 40 derniers jours, et surtout après celle qui a immédiatement précédé cette campagne militaire de 40 jours, c'est en réalité, de la part de Zelensky, une forme de recul. Il a été ramené en fait à exiger, et exiger, je pense, est le mot juste, que les Russes acceptent ce qu'ils réclamaient avant le début de son offensive de 40 jours. before his 40-day offensive began. It should be absolutely clear that if Il faut que ce soit absolument clair. Si l'offensive, cette offensive de 40 jours, avait obtenu l'un quelconque des résultats qu'attendait Zelensky, une crise de l'approvisionnement en carburant en Russie, une crise de l'économie russe, des troubles parmi la population russe, une crise politique au Kremlin, alors Zelensky ne se contenterait pas d'exiger un cessez-le-feu sur les lignes de front actuelles. Je n'ai absolument aucun doute. Il reviendrait à sa position initiale, exigeant que les Russes se retirent de l'ensemble de l'Ukraine dans ses frontières d'avant 2014, qu'ils acceptent de verser des réparations à l'Ukraine et que leurs dirigeants soient jugés pour crimes de guerre. and to submit to war crimes trials for their leaders. So anyway, the fact that Zelensky is now talking about Quoi qu'il en soit, le fait que Zelensky parle maintenant d'un cessez-le-feu, ou plus précisément qu'il ait chargé son collaborateur de longue date, Mikhail Podolyak, d'en parler en son nom, nous dit que l'offensive de drones de 40 jours a été un échec total. Et ça a bien été un échec total. Une grande partie de cette campagne, surtout au début, celle qui a attiré beaucoup d'attention internationale et suscité beaucoup d'enthousiasme dans les médias occidentaux, a consisté en des frappes de drones ukrainiens contre des raffineries russes. Beaucoup pensaient que ces frappes étaient à l'origine des pénuries de carburant visibles dans certaines régions de Russie pendant le mois de juin et au début du mois de juillet. during June and early July. And in my various programs, I said that
Yes. Dans mes différentes émissions, j'ai dit que oui, effectivement, les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries avaient eu un effet perturbateur sur le raffinage et la production d'essence. Cependant, il y a toujours des pénuries d'essence en Russie l'été, parce que les Russes conduisent davantage que d'habitude lorsqu'ils descendent vers le sud, en direction de la mer Noire, pour les vacances. Et ce que faisaient les Ukrainiens provoquait un pic dans une situation qui est de toute façon toujours tendue pour l'essence en Russie à cette période de l'année. Et puis bien sûr, toute cette affaire a été aggravée par des achats de panique dans certaines régions de Russie, ce qui a évidemment eu pour effet d'accentuer les pénuries de carburant. Obviously, of aggravating fuel shortages. Now, I have been saying for some weeks now that Cela fait maintenant 6 semaines que je dis que les informations en provenance de Russie indiquent que la situation du carburant en Russie s'est stabilisée. Et le commentateur américain, l'excellent commentateur américain Gordon Hahn, vient désormais de le confirmer. Il s'est rendu à Saint-Pétersbourg. Il a visité Saint-Pétersbourg et a eu le temps de passer du temps en Russie. Lui aussi fait état d'une stabilisation générale de la situation du carburant en Russie même. En outre, il rapporte qu'il n'y a aucun signe de la grande crise économique ou financière dont beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs en Occident parlent. Il décrit une situation économique globalement stable. Et il explique que l'état d'esprit en Russie s'est effectivement assombri à certains égards, à cause des attaques de drones ukrainiens. Mais pas d'une manière qui inquiéterait le Kremlin lui-même. Il n'y a pas de sentiment d'insurrection, ni de soulèvement contre le président Poutine, ni de demande pour mettre fin à l'opération militaire spéciale. Au contraire, on observe un durcissement, largement répandu, de l'idée selon laquelle les attaques de drones, manifestement facilitées et rendues possibles par l'aide de l'Occident, ne font que confirmer le point de fond que le gouvernement russe défend depuis le début, à savoir qu'il s'agit d'une guerre existentielle pour la Russie, et que l'Ukraine n'est que la pointe de lance de l'Occident, qui reste profondément hostile à la Russie et veut, au bout du compte, l'avoir vaincue et, si possible, démantelée. C'est tout à fait l'impression que j'ai moi aussi eue lorsque j'étais en Russie en juin dernier. Voilà donc la situation réelle en Russie aujourd'hui. Je considère Gordon Hahn, qui étudie très attentivement les affaires russes depuis de très nombreuses années, et que je tiens pour l'un des commentateurs les plus pondérés et les plus perspicaces qui soient. Je considère que son analyse de la situation, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur son site Substack, fait autorité et offre une vue d'ensemble claire et précise de la situation à l'intérieur même de la Russie. Et donc, voilà pour la situation du carburant. Mais bien sûr, à mesure que cette situation commençait à se stabiliser et qu'il devenait de plus en plus évident que les raffineries étaient des cibles de plus en plus difficiles à atteindre, les Ukrainiens ont commencé à se tourner vers d'autres cibles. Ils ont lancé leur campagne contre Wildberries. Ils continuent d'attaquer les entrepôts de Wildberries. Ces derniers jours, les informations se multiplient, notamment après les frappes de drones ukrainiens contre la Russie la nuit dernière, selon lesquelles des entrepôts de Wildberries ont été attaqués par des drones ukrainiens. Mais là encore, les Russes réagissent. Comme l'a déclaré la directrice générale de Wildberries, Tatiana Kim, l'entreprise est en train de réorganiser ses sites logistiques. Il est désormais confirmé qu'un vaste programme est en cours pour construire au Kazakhstan des entrepôts Wildberries destinés à stocker des marchandises. Et je suis certain que Wildberries reçoit une aide considérable du gouvernement russe pour réorganiser et réordonner sa logistique. Gordon Hahn a effectivement expliqué que certaines choses qui, il y a quelques mois, fonctionnaient en Russie avec une efficacité de 100%, opèrent désormais, sous l'effet de la pression ukrainienne, à des niveaux d'efficacité légèrement inférieurs.
operating at slightly lower levels of efficiency. This is within the civilian economy. Cela se situe dans l'économie civile, mais d'une manière qui provoquerait seulement des désagréments, pas d'une manière qui laisserait penser à un effondrement total du système économique ou politique en Russie. Et je pense que c'est ce que nous allons voir avec Wildberries. Les délais de livraison vont s'allonger un peu, parce que les grands entrepôts seront au Kazakhstan. Wildberries devra donc utiliser des entrepôts plus petits, plus décentralisés, plus proches des lieux où les marchandises ont été commandées et doivent être livrées. Donc, au lieu de la situation que j'ai vue à Moscou lorsque j'y étais en juin, avec des livraisons Wildberries effectuées régulièrement, de façon routinière, le jour même de la commande, les clients devront peut-être attendre un peu plus longtemps. Mais cela ne va pas créer une crise ni quoi que ce soit de ce genre dans l'économie. En fait, nous venons de recevoir des chiffres de l'indice PMI pour la Russie. Ils montrent que le PMI manufacturier est passé de 50,3 le mois dernier, ce qui était déjà assez surprenant, à 50,7 ce mois-ci. Tout chiffre supérieur à 50 indique une expansion. Tout chiffre inférieur à 50 indique une contraction. Avec un PMI manufacturier à 50,7, nous entrons donc clairement davantage en territoire d'expansion. Et certains signes indiquent que les conditions monétaires en Russie commencent à s'assouplir, ce qui devrait probablement faciliter cela. Au cours des prochaines semaines, nous pourrions donc voir la croissance économique en Russie s'accélérer, contrairement à toutes les attentes en Occident, et malgré l'offensive de drones ukrainienne. Eh bien, la suite de tout cela, c'est que, de même que les Ukrainiens n'ont pas réussi à démoraliser et à déstabiliser le pays par leurs attaques contre les raffineries, ni à perturber la saison touristique en créant une pénurie de carburant qui aurait empêché les Russes de voyager et de partir en vacances, de même que cela ne s'est pas produit, et de même que les attaques contre Wildberries ne causent pas de problèmes fondamentaux au sein de l'économie russe. Tout cela, je dois le dire, me semble être une combinaison de désespoir et de colère. On commence à voir des attaques de drones ukrainiens redirigées vers d'autres lieux. Au lieu d'essayer de ruiner la saison touristique en créant une pénurie de carburant, on essaye de ruiner la saison touristique et les vacances sur la mer Noire en attaquant directement les stations balnéaires de la mer Noire. Je dis cela parce que c'est ainsi que m'est apparue l'attaque contre la station balnéaire, le village de vacances en réalité, dont j'ai parlé dans l'émission d'hier, celle qui a tué 6 personnes sur une plage. Je dois préciser que j'ai dit par erreur dans mon émission d'hier que cette attaque avait eu lieu contre une station balnéaire dans la région de Kherson, qui ne fait même pas partie des nouveaux territoires dont les Russes ont pris le contrôle depuis 2014. En réalité, il semble qu'il s'agissait d'une station balnéaire située dans l'ancienne Russie, la Russie d'avant 2014, dans la région de Krasnodar. Cela dit, par souci d'équité, certaines affirmations circulent selon lesquelles le drone ne visait pas les vacanciers sur la plage, mais une grande installation industrielle liée à la production militaire, située non loin de là. Il a été avancé que le drone avait été détourné de sa trajectoire et que c'est pour cette raison qu'il avait frappé les vacanciers sur la plage. C'est possible. Mais je dois dire que si au contraire, l'Ukraine vise maintenant les stations balnéaires elles-mêmes, parce que tout ce que l'Ukraine a fait jusqu'ici n'a pas réussi à anéantir complètement la saison des vacances en Russie, eh bien, cela ne me surprendra pas. Et bien sûr, c'est totalement contre-productif. Cela va contrarier et mettre en colère beaucoup de Russes. Mais Gordon Hahn dit que les Russes ainsi mis en colère ne demandent pas que la guerre s'arrête, ni que le Kremlin y mette fin. Au contraire,
Ils demandent que l'offensive contre l'Ukraine soit accélérée et que les Russes mènent la guerre de manière encore plus impitoyable et déterminée qu'auparavant. Dans l'ensemble, l'offensive ukrainienne de drones a été un échec, tandis que pour l'Ukraine, tout va de mal en pis depuis quelques mois. Les ports sont bloqués. Comme le dit aussi Gordon Hahn, toutes les implications de cette situation n'ont pas été comprises et ne sont pas rapportées par les médias occidentaux. C'est un désastre économique pour l'Ukraine. Cela est déjà en train de provoquer une catastrophe pour son secteur agricole vital. Il y aurait une pénurie de diesel, une pénurie de gazole, vraisemblablement à cause de la destruction des stations-service à travers l'Ukraine et des propres attaques de la Russie contre les raffineries ukrainiennes. C'est une nouvelle crise pour le système agricole. Nous sommes précisément en période de récolte, au moment où les agriculteurs ont besoin de diesel pour faire fonctionner leurs tracteurs et leurs moissonneuses-batteuses afin de rentrer les récoltes. La raison invoquée par les Russes pour interdire les exportations de diesel était justement de garantir qu'il y ait suffisamment de diesel pour couvrir tous les besoins intérieurs, y compris ceux de l'économie agricole, afin de rentrer les récoltes. S'il y a une pénurie de diesel en Ukraine, cela affectera évidemment les déplacements de l'armée ukrainienne. Mais cela rendra aussi beaucoup plus difficile, voire impossible, pour les agriculteurs de rentrer les récoltes. Et même si je ne m'attends pas à de véritables pénuries alimentaires en Ukraine même, l'agriculture est un élément crucial de l'économie ukrainienne. L'alimentation est la principale exportation de l'Ukraine. J'ai déjà évoqué dans de nombreuses émissions l'effet désastreux que l'effondrement de l'économie agricole aura sur le reste de l'économie et sur le budget. Et bien sûr, l'une des raisons pour lesquelles le gazole est probablement désormais rare, c'est que les Russes ont fermé l'accès à Odessa. Il n'est donc pas possible d'y importer du gazole. Et les Russes ont systématiquement attaqué, comme ils le disent eux-mêmes, les installations de stockage de gazole situées à Odessa, autour de la ville et dans ses environs. Et je soupçonne que c'était un secteur clé où était stockée une grande partie des réserves de diesel de l'Ukraine. Et tout cela se produit alors même que les Russes bombardent quotidiennement des villes ukrainiennes. Pas seulement Odessa qu'ils bombardent, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, chaque jour. Et pendant ce temps, l'armée russe poursuit son avancée sur la ligne de front à un rythme qui, selon un commentateur, est le plus rapide depuis octobre 2024. Or, dans les médias ukrainiens indépendants, les critiques à l'égard de la gestion par Zelensky de la guerre au sol se maintiennent. Plusieurs reproches ont été formulés. Pour entretenir le récit selon lequel l'Ukraine reprenait l'initiative sur les fronts, Zelensky et Syrski, qui étaient alors son commandant, ont lancé toute une série de contre-attaques et de contre-offensives. Principalement, je dois le dire, dans la région de Zaporizhia, mais aussi, dans une certaine mesure semble-t-il, dans le nord du Donbass, sur le territoire autour de Liman. Et les critiques ukrainiens de cette stratégie disent aujourd'hui que tout cela n'a fait qu'user et épuiser les forces ukrainiennes, en échange de gains éphémères. Les pertes ukrainiennes ont énormément augmenté. Résultat, les Ukrainiens disposent de moins de combattants et connaissent des pénuries d'infanterie encore plus graves qu'auparavant. Et cela a rendu plus difficile pour les Ukrainiens de contenir les Russes, alors que les Russes avancent désormais. Certaines des avancées accélérées que nous observons aujourd'hui sur les fronts sont directement le produit des contre-offensives ukrainiennes précédentes, qui, soit dit en passant, ont été presque totalement infructueuses.
Ce qui m'intéresse, c'est que des commentateurs ukrainiens se plaignent et en parlent de plus en plus. Car si je me souviens bien, c'est exactement le même point que Scott, de Calibrated, a soulevé dans sa dernière émission sur son excellente chaîne YouTube. On his excellent YouTube channel. He too said that Ukraine is now paying the price. Lui aussi a déclaré que l'Ukraine paie aujourd'hui le prix de ses offensives mal avisées dans la région de Zaporizhia. Elles ont épuisé les ressources ukrainiennes et facilité la reprise de l'avancée de l'armée russe dans les endroits vraiment importants, là où la guerre se gagne. Et à ce sujet d'ailleurs, j'ai aussi reçu des commentaires très intéressants sur les tactiques russes. J'ai reçu un email très intéressant d'un membre de la communauté Duran qui m'a signalé un article paru en Russie sur les tactiques russes en matière de drones. Il expliquait que lorsque les Russes prennent un lieu, disons Mirnograd ou Pokrovsk, ils l'utilisent comme base pour déployer un grand nombre de personnels chargés des drones et de la lutte anti-drone, ainsi que leurs équipements. Anti-drone personnel and their equipment. And then this then creates a kind of drone. Et cela crée alors une sorte de parapluie de drones au-dessus de la zone suivante que les Russes veulent capturer. Et ce commentateur a fait remarquer, à mon avis très justement, que cela permet aux Russes de limiter leurs pertes dues aux drones ukrainiens. Mais la nécessité de mettre en place ces parapluies ou ces couvertures au-dessus de la partie de la ligne de front où les Russes veulent avancer a été l'un des facteurs qui ont ralenti leur offensive ces derniers mois. J'ai le sentiment que du côté des drones ukrainiens, surtout sur les lignes de front, la couverture par drone devient plus irrégulière en raison de la perte d'un si grand nombre d'opérateurs de drones. Because of the loss of so many drone operators, we might be seeing the end. Nous assistons peut-être à la fin de cette époque. En réalité, nous voyons peut-être plutôt une situation où les Russes sont capables d'avancer plus vite, parce que la couverture de drones ukrainiens s'est considérablement réduite. Bref, c'est une chose que j'ai lue. Et j'ai aussi lu un autre commentaire sur les tactiques russes en matière de drones. Il vient d'un opérateur russe de drones, et il dit que, de très loin, les cibles les plus faciles pour les opérateurs russes de drones sont les soldats ukrainiens en première ligne, lorsqu'ils attaquent dans le cadre d'une contre-attaque. Et ces propos semblent corroborer une étude réalisée par un officier des Marines américains, écrivant sous le pseudonyme de Marinus, durant les premiers mois de l'opération militaire spéciale. Selon cette étude, lorsque les Ukrainiens passent à l'attaque, les Russes se replient souvent afin de créer des poches de feu. Ils attirent les Ukrainiens dans ces poches, puis les bombardent depuis plusieurs directions. Résultat, un grand nombre de soldats ukrainiens sont fauchés. Cela permet aux Russes, une fois la contre-attaque terminée, d'avancer plus loin et plus vite. Or, à l'époque où Marinus écrivait, l'arme que les Russes privilégiaient pour ces poches de feu, c'était l'artillerie. Et je soupçonne que cela est encore très largement utilisé. Mais on voit facilement comment des drones et des opérateurs de drones russes pourraient être mobilisés pour faire de ces poches de feu des endroits absolument infernaux pour l'infanterie ukrainienne qui s'y retrouve piégée. Plusieurs commentateurs ont avancé que dans différents endroits, notamment dans la région de Zaporizhia, c'est exactement ce qui s'est produit. Les Ukrainiens ont attaqué. L'infanterie russe s'est repliée. Une poche de feu se crée. Les Russes attaquent alors, avec de l'artillerie et des drones, les Ukrainiens attirés dans cette poche de feu. L'infanterie ukrainienne est tuée ou mise hors de combat en grand nombre. Les Russes peuvent alors reprendre l'offensive et avancer plus loin et plus vite qu'avant. Donc je pense que c'est juste, je pense que c'est exactement ce qui se passe en fait. Et je pense que nous l'avons vu se produire de manière extrême
cet été. Cela dit, on continue de beaucoup parler de la grande percée russe dans la région de Kharkiv. Marat Khairulin, le reporter de guerre russe, qui tient un site sur Substack, a écrit un récit fascinant de la manière dont s'est déroulée la bataille de Billy Kolodiaz et de ses implications futures. Il a aussi souligné le succès russe, qui consiste désormais à encercler efficacement une importante formation de troupes ukrainiennes dans le nord-est de la région de Kharkiv. J'étais sceptique quant au fait que les Ukrainiens aient maintenu leurs forces là-bas. Mais Khairulin parle clairement de l'apparition d'une poche de force ukrainienne dans le nord-est de l'Ukraine. Si les Ukrainiens n'ont effectivement pas réussi à retirer leurs troupes de cette zone, du nord-est de l'Ukraine, cela mettrait encore davantage en lumière le chaos qui règne aujourd'hui dans le système de haut commandement ukrainien. Avec l'éviction de l'ancien commandant ukrainien, au moins très expérimenté, le général Syrski, et son remplacement par le général Drapati. Ce dernier recueille des avis très favorables de la part de certains commentateurs en Ukraine et en Occident. Mais les Russes estiment que c'était un commandant de brigade compétent, sans pour autant avoir les aptitudes nécessaires à un commandement de niveau supérieur. Et je dois dire que, chaque jour qui passe, Drapati ne parvient pas à apporter de véritables changements au dispositif mis en place par Syrski, ni même à faire les choix tactiques que Syrski faisait auparavant. Il me semble donc qu'on peut voir en quoi cela contribue à l'effondrement des défenses sur la ligne de front. Évidemment, tout cela crée des problèmes et des tensions au sein même de Kiev. Je ne doute pas un instant que Zelensky, même s'il n'est pas au courant de tous les aspects de cette grave crise opérationnelle à laquelle l'Ukraine fait face, en est au moins mieux informé que certains de ses soutiens occidentaux. Et ce que Zelensky comprend est sans doute encore mieux compris par certains de ses adversaires politiques. Ce qui m'amène à présent à un discours vraiment extraordinaire de l'ancien commandant en chef ukrainien. L'homme que Zelensky a limogé début 2024 est remplacé par Syrski, le général Zaluzhny, aujourd'hui ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni. Il s'exprimait devant d'autres ambassadeurs ukrainiens. Zaluzhny a déclaré que l'Ukraine n'a aucune possibilité d'adhérer à l'OTAN. Cela n'arrivera pas. Il a dit qu'auparavant, il était chargé de mettre l'armée ukrainienne aux normes de l'OTAN. C'était évidemment avant le début de l'opération militaire spéciale. Et Zaluzhny a dit que c'était une tâche vaine, parce que les objectifs ne cessaient de changer. Quels que soient les changements qu'il apportait aux normes de l'Ukraine, aux normes militaires, ce n'était jamais suffisant. Les responsables de l'OTAN revenaient toujours et exigeaient davantage. Et Zaluzhny pense que cela ne changera jamais. Mais il a ensuite ajouté autre chose. Il a dit qu'aujourd'hui, l'évolution de la guerre sur les fronts a largement dépassé les doctrines militaires actuelles de l'OTAN, qui restent, au fond, basées sur les vieilles leçons retenues de la Seconde Guerre mondiale, avec les grandes armées de chars et ce genre de choses. Et Zaluzhny a déclaré que rien de tout cela n'était pertinent sur le champ de bataille moderne d'aujourd'hui, face aux drones qui opèrent désormais sur l'ensemble du champ de bataille, face aux technologies de surveillance qui le couvrent maintenant. Toute la structure de l'OTAN et sa philosophie de la guerre sont devenues, pour l'essentiel, obsolètes. Et Zaluzhny a donc déclaré qu'il n'y avait aucun intérêt pour l'Ukraine à vouloir rejoindre l'OTAN, parce que l'OTAN, en réalité, n'est finalement pas si forte. Il a aussi souligné les problèmes entre les États-Unis et les pays européens. Il a préconisé que l'Ukraine évolue que l'Union européenne évolue vers la mise en place de son propre système militaire, de sa propre armée européenne,
qui tirerait les leçons de la guerre actuelle. Of the current war. But then Zaluzhny said somewhat incredibly that Mais ensuite, Zaluzhny a déclaré, de façon assez incroyable, qu'il faudrait à l'Union européenne au moins 12 ans pour atteindre non pas le niveau actuel de la Russie en matière de puissance militaire globale et de compétences de base dans la guerre moderne, mais seulement environ la moitié de ce niveau. Et je dois dire que cela jette un seau d'eau glacée sur tous ceux en Europe qui parlent d'une guerre contre la Russie dans quelques années et de la capacité des Européens à gagner cette guerre par eux-mêmes. Zaluzhny ne pense clairement pas que ce soit possible. Et bien sûr, dans 12 ans, les Russes auront eux-mêmes progressé. Il est plus que probable que l'écart entre les Russes et les Européens ne fera que se creuser. To grow. Now, Zaluzhny did talk about other things. He talked about how in the event Zelensky a aussi parlé d'autres sujets. Il a expliqué que, dans l'éventualité d'un accord de paix, l'Ukraine devrait obtenir des garanties de sécurité. Et une façon d'interpréter son discours, et je pense que c'est d'ailleurs la bonne, c'est de dire « oublions l'OTAN, faisons entrer l'Ukraine dans l'Union européenne ». C'est une démarche bien plus simple. Après tout, la Commission européenne est déterminée à faire entrer l'Ukraine et il n'y a aucune des complications liées au fait que les Américains ne veulent vraiment pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Donc, faisons entrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Transformons l'Union européenne en alliance militaire et l'Ukraine aura alors, en gros, ce qu'elle veut. Elle sera membre d'une alliance militaire anti-russe, sauf que cette alliance s'appellera l'Union européenne au lieu de l'OTAN. Je pense donc que cet élément est très présent. Et bien sûr, Zelensky veut aussi des garanties de sécurité, et il veut clairement que les États-Unis lui en donnent également. On voit donc, au final, même s'il est prêt à renoncer à l'objectif d'adhérer à l'OTAN, il propose néanmoins de travailler à quelque chose qui aboutirait au même résultat, ou à un résultat très similaire. Cela étant dit, étant donné que Zaluzhny et Zelensky ne s'entendent manifestement pas, en fait, je suis certain qu'ils ne s'aiment pas, et étant donné que Zaluzhny reste la personnalité la plus populaire en Ukraine, selon ce que je soupçonne d'être des sondages d'opinion très défaillants, on peut aussi voir ce discours de Zaluzhny comme une manière de se positionner pour diriger le pays à l'avenir. Après tout, les Russes ont lancé l'opération militaire spéciale en disant que l'une de leurs conditions essentielles était que l'Ukraine renonce à son objectif d'adhérer à l'OTAN et qu'elle redevienne un État neutre. C'était d'ailleurs une disposition clairement inscrite dans le projet d'accord conclu par les Russes et les Ukrainiens à Istanbul en avril 2022. Un accord que, bien sûr, Boris Johnson et d'autres responsables occidentaux ont tous conspiré à faire échouer. Les Russes se sont donc toujours opposés à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En fait, leur opposition à cette adhésion a toujours été parfaitement constante. William Burns, qui était autrefois l'ambassadeur américain à Moscou, a rapporté à Washington que pour les Russes, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était de toute la ligne rouge la plus éclatante et la plus évidente. Soit dit en passant, il semble l'avoir complètement oublié lorsque Joe Biden l'a nommé directeur de la CIA. Je dis ça comme ça, mais ne nous attardons pas là-dessus dans cette émission. Bref, ce que Zaluzhny dit maintenant, en substance, c'est ceci. Vous savez, les Russes ne veulent pas que nous rejoignions l'OTAN. Mettons-nous d'accord là-dessus. Ce n'est pas si grave. L'OTAN elle-même est une organisation à bout de souffle. Ses doctrines militaires sont figées dans les années 40, dans le monde des années 40. Elle est totalement inadaptée à la guerre moderne. Zelensky, bien sûr, est totalement déterminé à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Il en parlait encore l'autre jour.
Il a signé un traité avec Rishi Sunak, quand Rishi Sunak était encore Premier ministre britannique, qui contient une clause affirmant que l'Ukraine est engagée sur une voie irréversible vers l'OTAN. Et c'était seulement l'an dernier. Towards NATO. And that was only last year. Just saying. So, Je dis ça comme ça. Zelensky est donc totalement engagé en faveur de l'adhésion à l'OTAN. Il n'y renoncera jamais. Les Russes ont fait de l'adhésion à l'OTAN une ligne rouge. Et voilà que Zaloujny arrive et dit bon, donnons-leur ça. Peu importe. Au final, l'adhésion à l'OTAN n'apporte rien à l'Ukraine. Si Zelensky ne veut pas le faire, trouvons quelqu'un d'autre qui le fera. Quelqu'un comme moi, par exemple. Cela dit, je vais le dire tout de suite. Je ne pense pas que les Russes aient particulièrement envie de négocier avec Zaloujny. Je pense qu'ils le considèrent comme un nationaliste ukrainien qui garde dans son bureau des photos de Bandera, Stepan Bandera, persona non grata en Russie. on the walls of his office. And they will have seen Et ils auront vu ce que dit Zelensky sur le renforcement de l'Union européenne en alliance militaire et ce qu'il dit sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Et je pense que les Russes liront entre les lignes de ce discours sans la moindre difficulté. Donc l'argument que propose Zaloujny ne marchera pas avec les Russes. Et cela ne marchera certainement pas si le principal négociateur avec lequel les Russes traitent, c'est lui. Après tout, toutes sortes de rumeurs circulent aussi, selon lesquelles Zaloujny serait la personne qui a ordonné l'attaque contre les gazoducs Nord Stream. Ce que bien sûr, les Russes n'ont ni pardonné ni oublié. the Russians have not forgiven or forgotten. Having said this, the Russians are not Cela étant dit, dans ce discours, les Russes ne sont pas le public de Zaloujny. Les ambassadeurs ukrainiens, eux, l'étaient. C'est à la classe politique ukrainienne que Zaloujny s'adresse. Et je dois dire que pour moi, ce discours ressemble très clairement, très fortement, à une tentative de Zaloujny d'obtenir du soutien. Un soutien destiné à le porter à la tête de l'Ukraine, à une position de pouvoir politique. Or, au cours des dernières 24 heures, depuis que j'ai fait mon émission hier, des informations ont fait état de nouvelles avancées russes. Le blocus des ports. Les attaques russes se poursuivent contre les villes ukrainiennes, contre les stations-service et contre le réseau ferroviaire. La pression sur l'Ukraine continue sans relâche. on Ukraine continues relentlessly. And I am not sure, as I said already, Et je ne suis pas sûr, comme je l'ai déjà dit, de savoir pourquoi les Russes seraient seulement intéressés par des négociations à ce stade. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Galouzine, qui a été l'un des négociateurs de la Russie dans les différentes négociations entre les Russes et les Ukrainiens, puis finalement les Américains qui ont eu lieu. Galouzine, qui est considéré comme plutôt jusqu'au-boutiste, a de nouveau déclaré que, vous savez, les Russes sont toujours prêts à s'asseoir et à discuter et à envisager des solutions diplomatiques. Mais il a ajouté qu'aucune proposition, aucune idée réaliste sur la manière de régler le conflit n'était venue de l'Occident, ni même de l'Ukraine. coming from the West, and indeed from Ukraine as well. For the moment at least, the European leadership Pour le moment, du moins, les dirigeants européens, comme Zelensky lui-même, restent enfermés dans ce plan irréaliste d'un cessez-le-feu inconditionnel sur les lignes de front actuelles. Ils ne montrent aucun intérêt, ni aucune volonté, d'aller au-delà de cette position. Voilà ce que je pense qu'il va se passer. Je pense qu'il est désormais pratiquement impossible, sur le plan politique, pour les dirigeants actuels de l'Union européenne d'engager des négociations sérieuses avec les Russes. Mais je pense qu'à un moment donné, au cours des prochaines semaines, les Européens vont finir par prendre la mesure de la situation critique de l'Ukraine. Nous assisterons d'abord à une période de choc et de panique à travers l'Europe, puis à une activité diplomatique frénétique. Et le but de cette activité diplomatique sera de mobiliser autant que possible l'opinion internationale, afin de tenter de contraindre les Russes à accepter un cessez-le-feu. to try to force the Russians to agree to a ceasefire. And the fact that
et le fait que le système agricole ukrainien s'effondre, que l'Ukraine n'a pas de système de défense aérienne, que la situation dans les villes ukrainiennes devient plus difficile, et qu'il existe désormais une multitude de rapports indiquant que le système énergétique ukrainien n'est pas en mesure de faire face, ne serait-ce qu'à un hiver relativement doux. Et bien sûr, de nouvelles attaques russes contre le système énergétique ukrainien précipiteraient son effondrement total. Quoi qu'il en soit, je soupçonne que les dirigeants occidentaux, les gouvernements occidentaux, les ONG occidentales commenceront à dire qu'il doit y avoir un cessez-le-feu en Ukraine, car sinon, il y aurait une catastrophe humanitaire. Et l'on tentera d'utiliser les mécanismes des Nations Unies, du Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale pour y parvenir. On fera des comparaisons fallacieuses avec Gaza. On affirmera probablement que les Russes vont bien plus loin que ce qu'ils ont fait à Gaza. On cherchera aussi à obtenir le soutien du Sud global et à accroître la pression sur les Russes. Et bien sûr, il y aura davantage de menaces de nouvelles sanctions pour donner du poids à cette offensive diplomatique. Et cela, je le soupçonne. Alors même que les lignes de front s'effondrent et que la situation intérieure en Ukraine s'aggrave, et alors même que le réseau de satellites Rasvet entre pleinement en service. On trouve désormais énormément d'articles sur Internet qui confirment que le système Rasvet est tout à fait capable d'assurer une certaine couverture au-dessus de l'Ukraine et de guider des drones russes vers des cibles dans l'ouest de l'Ukraine. Quoi qu'il en soit, je soupçonne que, même si la situation militaire de l'Ukraine se détériore, même si les Oreshniks sont déployés et utilisés, les cris et les appels demandant aux Russes de s'arrêter vont s'intensifier jusqu'à des niveaux stratosphériques. Et il faudra des nerfs solides à Moscou pour y résister. Mais je suis convaincu que les Russes y résisteront. Je pense que les Russes évaluent correctement que le Sud global, quoi qu'ils puissent dire d'une catastrophe humanitaire en Ukraine, ne va finalement pas intervenir dans la guerre, ni faire pression sur les Russes de cette manière. Et puis, quant à ce que dit l'Occident, l'Europe et les États-Unis, les Russes vont tout simplement l'ignorer. Ils ont déjà entendu tout cela. Ils l'ont entendu à de nombreuses reprises, et ils reviendront simplement en disant « Eh bien, si vous voulez vraiment que nous arrêtions, alors vous devez accepter les conditions que nous avons fixées. » Or, bien sûr, je prédis avec confiance que d'ici l'automne, ces conditions ne seront plus les mêmes que celles énoncées par Poutine lorsqu'il s'est adressé au ministère russe des Affaires étrangères en juin 2024. Elles seront bien plus dures que cela. Quoi qu'il en soit, c'est là selon moi que va ce conflit. Vous verrez toutes les mêmes personnes qui nous disent depuis ces derniers mois que l'Ukraine est en train de gagner, qu'elle a repris l'initiative, que les Russes sont sur la défensive. Dans quelques semaines ou quelques mois, ils vont appeler tout le monde à s'unir pour arrêter les Russes net parce que la catastrophe humanitaire en Ukraine prend de l'ampleur. Ce sont les mêmes personnes qui, bien sûr, ont montré un désintérêt total face aux attaques ukrainiennes contre des dortoirs ou sur des plages. J'ai remarqué que la dernière attaque sur la plage de Krasnodar, dont j'ai parlé plus tôt dans cette émission, n'a suscité, à ma connaissance, aucune condamnation de qui que ce soit en Occident. Et les médias n'en ont pas beaucoup parlé non plus. Donc ces gens qui, comme je l'ai dit, découvrent des crises humanitaires quand ça les arrange, sont sur le point d'en découvrir une en Ukraine. Enfin, voilà, c'est ma prédiction. À partir de demain, je vous donnerai sans doute de nouveau des comptes rendus plus détaillés de la situation militaire. J'aurai davantage de temps demain pour me mettre à jour. En attendant, la situation au Moyen-Orient paraît extrêmement compliquée.
De nombreuses rumeurs évoquent une négociation en cours pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Et cet après-midi, les Iraniens l'ont partiellement confirmé. Mais récemment, les Iraniens disent quelque chose d'assez différent de ce que disent les Américains. Donald Trump, par exemple, affirme avec insistance et continue de l'affirmer au moment où j'enregistre cette émission qu'une négociation est en cours entre les États-Unis et l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Les Iraniens le nient catégoriquement. Ils disent qu'ils ne mènent aucune négociation avec les Américains. Ils considèrent tous les efforts américains pour s'impliquer dans les discussions sur l'avenir du détroit d'Ormuz comme une ingérence dans les véritables négociations sur le détroit d'Ormuz qui ont bien lieu. Il s'agit des négociations entre les deux États riverains, l'Iran et Oman. Les Iraniens disent également que, même si les négociations avec Oman progressent, toutes ces ingérences américaines sont en réalité extrêmement contre-productives. Et même s'ils ne le disent pas, j'ai le sentiment qu'ils estiment eux aussi que tous ces pays, le Pakistan et le Qatar, qui leur transmettent des messages américains, ne leur sont d'aucune aide. Et les Iraniens nous ont en gros donné leur vision de la manière dont le détroit d'Ormuz serait rouvert, ou du moins partiellement rouvert. Il n'y aura pas de chenal nord contrôlé par l'Iran, ni de chenal sud contrôlé par Oman. Il n'y aura qu'un seul chenal, le chenal central, à travers le détroit d'Ormuz. Et les Iraniens et les Omanais réguleront eux-mêmes le trafic maritime qui y passera. Ils imposeront aussi un droit de passage aux navires qui le traverseront. Ce sera un droit fixé à leur discrétion. Autrement dit, les Iraniens et les Omanais peuvent y renoncer quand ils le souhaitent, mais à d'autres moments, ils peuvent exiger qu'ils soient payés. Eh bien, apparemment, ce ne serait pas seulement une solution temporaire au problème du détroit d'Ormuz. Selon les Iraniens, ce serait une solution permanente. Cela voudrait dire que désormais, le détroit d'Ormuz serait toujours réglementé de cette manière par l'Iran et Oman. In Slozinalink, Forge doit dire mais très swedi that it doesn't intend accepter un accord. Les Terriud sont deux personnes squid de défenseur de la main tank. As the defender of freedom of navigation, the cynicism behind that is so great. Le cynisme derrière tout ça est tel que je ne vais pas arrêter d'en parler dans cette émission. Mais bon, c'est ce que les Américains ont toujours dit. Le détroit d'Ormuz est évidemment une voie maritime stratégique. Permettre aux Iraniens et aux Omanais de mettre en place une telle structure contrôlant le détroit d'Ormuz consternera les alliés des États-Unis dans le Golfe Persique, les Saoudiens, les Koweïtiens, les Qataris, les Émirats arabes unis. Ils y verront une trahison de la part des États-Unis et un échec des États-Unis à exercer un contrôle adéquat sur le détroit d'Ormuz, dans l'intérêt, avant tout, des États du Golfe Persique qui veulent y avoir un accès sans restriction. Mais enfin, c'est l'accord dont les Iraniens parlent et qu'ils disent être sur le point de conclure avec les Omanais. Or, si jamais un tel accord était conclu, je pense que ce ne serait là encore qu'une question de temps avant que les Américains et leurs alliés du Golfe Persique ne travaillent ensemble pour tenter de le saper et de le subvertir. Le problème des Américains, toutefois, c'est qu'ils manquent toujours cruellement d'armes essentielles. Là encore, la meilleure source sur ce sujet, c'est Sonar 21, le précieux site, ou Substack, de Larry Johnson. Mais, brièvement, selon certains rapports, les États-Unis ont épuisé 65% de leur stock de missiles Patriot. Il a, semble-t-il, utilisé dans les guerres en Ukraine et dans le Golfe Persique la quasi-totalité de ses stocks d'attaque MS, ainsi que des stocks du nouveau système de missiles censé remplacer les attaques MS. Certains types de missiles air-sol
sont eux aussi désormais en situation de pénurie critique. Au final, les moyens nécessaires à une offensive aérienne américaine soutenue et de longue durée contre l'Iran ne sont tout simplement pas disponibles. Et si Oman et l'Iran concluent effectivement cet accord, les Américains seront furieux. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour le faire échouer, mais ils pourraient devoir s'en accommoder pendant un certain temps, tout en perdant considérablement la face auprès de leurs amis saoudiens, émiratis et koweïtiens. And Kuwaiti friends. Anyway, we will see what comes. Quoi qu'il en soit, nous verrons bien ce qui se passera. Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, parle d'un accord dans les 3 à 4 jours. D'autres disent que l'Iran et Oman parviendront à un accord demain. Nous verrons s'ils y parviennent et quelles en seront les conditions. Et nous verrons quelle sera la réponse des États-Unis. Mais je le répète, si un accord de ce type est conclu, du type de celui dont parlent les Iraniens, ce ne sera pas pour autant la fin de l'affaire. À un moment donné, les Américains estimeront toujours devoir frapper l'Iran en retour, ne serait-ce que pour lui reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais voilà qu'arrivent du Moyen-Orient des informations très inquiétantes. Si la situation évolue comme on le redoute, cela pourrait signifier que même la crise dans le Golfe Persique sera bientôt éclipsée. Car le gouvernement jordanien lance désormais de sérieux avertissements sur les dangers qui menacent les lieux saints islamiques sur le mont du Temple, à Jérusalem. Pour ceux qui ne le savent pas, le mont du Temple était avant l'an 70 de notre ère, l'emplacement du temple juif. Un temple d'abord construit par Salomon, puis reconstruit à 2 reprises et finalement détruit par les Romains au 1er siècle de notre ère. Or, chez certains juifs, l'idée de rétablir le temple a été un moteur majeur de leur soutien au projet israélien, au soutien à Israël tout entier. Et ce que disaient les Jordaniens, c'est que le danger qui pèse sur les lieux saints islamiques de l'esplanade des mosquées est aujourd'hui plus grand qu'il ne l'a jamais été. Et évidemment, l'événement qui a déclenché cela, c'est une incursion civile sur l'esplanade des mosquées, apparemment organisée il y a quelques jours par le ministre israélien Itamar Ben-Gvir, connu pour être un extrémiste très dur dans le paysage politique israélien. Si j'ai bien compris, les personnes qui sont entrées sur l'esplanade des mosquées ont effectué des prières juives, puis sont reparties. Aucun dégât matériel n'a été causé. Mais les Jordaniens, peut-être aussi en partie à cause de l'implication de Ben-Gvir, sont extrêmement alarmés par cela. Et ils avertissent les autres États islamiques qu'une crise potentielle liée au mont du Temple se profile à l'horizon. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais si une telle crise se développe, nous ne sommes plus dans le monde de la simple géopolitique, ni de la politique telle qu'on la connaît entre la Russie et l'Occident en Ukraine, et même, dans une large mesure, entre l'Iran et les États-Unis dans le Golfe Persique. Nous entrons alors dans le monde de la religion et de l'eschatologie. Et évidemment, quand cela se produit, tout recul, sous quelque forme que ce soit, devient presque impossible. Or, si cet avertissement jordanien, qui est très fort, repose sur des faits réels, et si nous avons effectivement une crise de ce type impliquant le mont du Temple, alors je pense qu'elle éclipsera tout le reste. Nous ne parlerons plus du détroit d'Ormuz, du Golfe Persique, du programme iranien d'enrichissement nucléaire, ni même de la situation en Ukraine. Mais nous n'en sommes pas encore là. Peut-être que nous n'y serons jamais. C'est quelque chose à attendre avec impatience, si c'est le bon terme, un autre jour, ou à discuter un autre jour. C'est ici que je termine la vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle une nouvelle fois que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribe Star, ainsi qu'en vous rendant sur notre boutique.
Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Passez une bonne journée. More from me soon. Have a very good day.